Comment une femme menant à peine 14 000 volontaires pouvait-elle s'opposer à la puissance disciplinée de l'armée professionnelle de milliers d'hommes de la Compagnie britannique des Indes orientales? En mars 1858, l'ancienne ville fortifiée de Jhansi, au centre de l'Inde, faisait face à une annihilation totale. Les forces britanniques, sous le commandement du major général Sir Hugh Rose, avaient déjà conquis ville après ville dans la région. Elles écrasaient la rébellion partout où elle surgissait. Derrière les murs de granit de 25 pieds de Jhansi se tenait Rani Lakshmi Bai. C'était une veuve de 30 ans, transformée d'une jeune reine en la plus dangereuse des leaders rebelles de l'Inde. Elle commandait une force assemblée à la hâte. Elle comptait 14 000 volontaires civils et 11 500 soldats. Beaucoup d'entre eux étaient d'anciens sipais britanniques qui s'étaient retournés contre leurs maîtres coloniaux. Face à eux se trouvait la force de campagne de l'Inde centrale de Rose, endurcie par la bataille. Elle était soutenue par l'artillerie, la cavalerie et la détermination inflexible d'un empire qui n'avait jamais accepté la défaite sur le sol indien. Ces chances semblaient impossibles, mais ce que les commandants britanniques ignoraient était que cette femme remarquable possédait quelque chose d'inquantifiable. Elle avait une volonté inébranlable de ne jamais céder son royaume. Elle avait aussi des innovations tactiques qui déconcerteraient même les généraux britanniques les plus expérimentés. L'année 1857 marqua un tournant dans l'histoire indienne. Le ressentiment latent contre la domination coloniale britannique éclata finalement en une rébellion généralisée. L'Inde centrale, un patchwork d'États princiers nominalement dirigés par des maharajas locaux, était en réalité contrôlée par des résidents et des commissaires britanniques. La région était devenue une poudrière de mécontentement. La Compagnie britannique des Indes orientales annexait systématiquement des territoires. Elle utilisait la tristement célèbre doctrine de la caducité. Cette politique leur permettait de s'emparer de tout État princier dont le souverain mourait sans héritier naturel. Cela était vrai même si un fils adoptif avait été légalement désigné comme successeur. Cette politique avait déjà englouti des dizaines de royaumes. Elle détruisait des dynasties séculaires et laissait la royauté dépossédée avec des pensions sans valeur. La région de Bundelkhand, où se trouvait Jhansi, comprenait d'environ 1600 miles carrés de territoire stratégiquement vital. Jhansi elle-même était située à un carrefour crucial. Elle contrôlait les routes commerciales qui reliaient les plaines du Nord à l'Inde centrale. Sa forteresse, construite en 1613 par le Raja Bir Singh Judeo sur une colline rocheuse appelée Bangra, s'étendait sur 15 acres. Elle présentait de redoutables murs de granit qui pouvaient résister à un bombardement soutenu. Les 10 portes du fort, y compris la porte Kandero et la porte Unnao, étaient des merveilles architecturales. Elles étaient conçues pour canaliser les attaquants dans des zones de tir où les défenseurs pouvaient faire pleuvoir le feu sous plusieurs angles. Mais ce qui rendait cet emplacement véritablement inestimable étaient ces profondes douves, autrefois remplies d'eau. Elles formaient une barrière naturelle contre toute force d'invasion. Lorsque la rébellion indienne éclata en mai 1857 à Meru, la mutinerie se répandit comme une traînée de poudre. Elle toucha les régiments de l'armée du Bengale stationnés dans le nord et le centre de l'Inde. 9 régiments d'infanterie indigène du Bengale et 3 unités de cavalerie du centre de l'Inde se rebellèrent contre leurs officiers britanniques. Le vaste contingent de Gwalior, composé de milliers de soldats bien entraînés, se mutina également. Cela arriva malgré le fait que leur maharaja restait ostensiblement loyal aux Britanniques. En quelques semaines, l'Inde centrale échappa complètement au contrôle britannique. À Jhansi, une tragédie frappa en juin. Des sipais rebelles massacrèrent environ 40 officiers britanniques, civils et leurs familles. Ils s'étaient réfugiés dans un fort voisin. Les victimes étaient sorties après avoir reçu la promesse de sécurité, mais elles furent immédiatement massacrées. Bien que Rani Lakshmi Bai n'ait eu aucune implication dans cette atrocité, le gouverneur général britannique choisit de la blâmer.
Cela transforma ce qui aurait pu être une relation neutre en une inimitié implacable. La confrontation qui définirait la légende de Rani Lakshmibai commença des années avant les premiers coups de feu. Née Manikarnika Tambay le 19 novembre 1828 à Varanasi, la ville sainte, elle avait grandi à la cour du Peshwa Baji Rao Segon. Son père y servait comme conseiller. Contrairement à la plupart des jeunes filles brahmanes de son époque, Manikarnika reçut une éducation non conventionnelle. Elle s'entraîna aux arts martiaux aux côtés des fils du Peshwa. Elle devint habile au maniement de l'épée, au tir et à l'équitation. Le Peshwa l'appelait affectueusement « Shabili », ce qui signifie « enjoué ». Cependant, il n'y avait rien d'enjoué dans son maniement de l'épée. À 14 ans, elle épousa le Maharaja Gangadhar Rao Newalkar de Jhansi. Elle devint Rani Lakshmibai. Son premier fils mourut en bas âge. Ce fut une tragédie qui allait façonner l'avenir du royaume. Lorsque Gangadhar Rao fut mourant en novembre 1853, il adopta un jeune parent nommé Anand Rao. Il le renomma Damodar Rao. Il le désigna comme héritier en présence d'un fonctionnaire britannique. Le Maharaja mourant laissa des instructions explicites. Sa veuve devait gérer les affaires de Jhansi. Damodar Rao devait recevoir tout le respect dû en tant que successeur légitime. Mais Lord Dalhousie, le gouverneur général britannique, avait d'autres projets. Invoquant la doctrine de la caducité, il rejeta la revendication de Damodar Rao. Il annonça l'annexion de Jhansi. En mars 1854, Lakshmibai se vit offrir une pension annuelle de 60 000 roupies. On lui ordonna d'évacuer le palais et le fort. Selon la légende, elle aurait déclaré qu'elle ne rendrait jamais son Jhansi. Pendant 3 ans, elle régna paisiblement. Elle géra le district avec l'approbation tacite des Britanniques. Mais lorsque la rébellion de 1857 commença et que le massacre eut lieu, les Britanniques la tinrent pour responsable. Cela arriva malgré l'absence de preuves. Aucune réponse ne parvint à ses appels à l'aide. Des princes rivaux avaient envahi pour se partager Jhansi. Elle se retrouva seule et elle se prépara à la guerre. Lorsque le major général Sir Hugh Rose reçut le commandement de la force de campagne de l'Inde centrale fin 1857, il se vit confier une mission impossible. Il devait reconquérir une région entière tombée aux mains des rebelles. Il disposait de seulement 4300 hommes face à des dizaines de milliers de mutins et de forces rebelles. Mais Rose était un soldat éduqué en Prusse. Il possédait une volonté de fer et un génie tactique qui firent de lui l'un des commandants britanniques les plus efficaces en Inde. Partant d'Indore le 6 janvier 1858, il entama une campagne acharnée de 6 mois qui allait devenir légendaire. Le 24 janvier, il assiégea Rahatgarh et le captura 5 jours plus tard. Le 3 février, il secourut Saugor. Une petite garnison européenne y avait enduré 8 mois de siège, presque abandonnée par l'espoir. Les défenseurs pleurèrent de joie lorsque les canons de siège de Rose, tirés par des éléphants, franchirent gaiement les portes de la ville. Le 4 mars, Rose força le passage stratégique de Madanpur. Le 17 mars, sa première brigade prit d'assaut le fort de Chanderie. Chaque victoire laissait derrière elle des armées rebelles détruites et des villes capturées. Rose était méthodique. Il ne laissait jamais aux ennemis le temps de se regrouper ou de se renforcer. Ses forces étaient composées d'un mélange de réguliers britanniques et de troupes indiennes de la présidence de Bombay et de Hyderabad. Ces unités étaient restées loyales lorsque l'armée du Bengale s'était mutinée. Mais sa marche eut un coup terrible. Des soldats s'effondraient d'épuisement dû à la chaleur, par des températures dépassant 40 degrés Celsius. La maladie ravagea ses rangs. Les lignes d'approvisionnement s'étiraient dangereusement à travers un territoire hostile. Pourtant, Rose avançait, sachant que toute hésitation signifiait la défaite. À la mi-mars 1858, il se tenait aux portes de Jhansi. Sa force était réduite à environ 3000 hommes par les pertes et les détachements.
Il faisait face à une forteresse que les rapports de renseignement disaient imprenable. La reconnaissance révéla des murs de granit de 25 pieds de haut. Ils étaient surmontés d'une artillerie lourde qui pouvait tirer sur la ville et la campagne environnante. Les défenseurs avaient dégagé toute couverture et végétation sur des miles à la ronde. Ils créaient ainsi des champs de tir parfaits. À l'intérieur du fort, 11 500 soldats avaient stocké des centaines de tonnes de fournitures. Rani Lakshmibai avait établi une fonderie à l'intérieur de la forteresse. Elle y coulait de nouveaux canons, transformant Jhansi en une usine d'armement. Elle avait rassemblé ses forces de multiples sources. Il y avait d'anciennes troupes féodales, dans des sipais mutins et les 14 000 volontaires civils qu'elle avait personnellement recrutés parmi la population de 220 000 habitants de Jhansi. Parmi ces volontaires se trouvait un remarquable régiment de femmes qu'elle avait elle-même entraîné. C'était une force sans précédent qui scandalisa les officiers britanniques lorsqu'ils en eurent connaissance. La Rani avait également recruté une guerrière inattendue, Jalkari Bai. Cette femme de la communauté Dalit ressemblait étrangement à la reine et se montrerait indispensable dans les jours désespérés à venir. Le 21 mars 1858, Rose arriva à Jhansi. Il lança immédiatement un ultimatum. Il exigea la reddition de la ville, sinon elle serait détruite. Le bombardement commença le 24 mars. L'artillerie britannique pilonna les remparts du fort dans un tonitruant barrage qui secoua la terre sur des miles. Mais les défenseurs ripostèrent avec une égale férocité. Leurs canons nouvellement coulés se révélèrent étonnamment efficaces. La Rani dirigea personnellement la défense. Elle apparut sur les remparts, l'épée à la main, ralliant ses troupes même lorsque les obus britanniques explosaient autour d'elle. Un prêtre en visite, nommé Vishnu Bhat Godse, piégé dans la ville pendant le siège, écrivit plus tard sur 11 nuits de combats éprouvants. Les boulets de canon britanniques se transformèrent en grêle de chevrotines et de clous, déchiquetant tout sur leur passage. Des incendies éclatèrent dans toute la forteresse. Lorsque les flammes atteignirent l'armurerie, une explosion massive secoua toute la citadelle. Les Britanniques possédaient un avantage technologique crucial. Ils avaient des télescopes qui leur permettaient d'identifier et de cibler des positions défensives spécifiques. Ils détruisirent systématiquement l'approvisionnement en AIDS, en eau de Jhansi. Ils savaient non que la soif forcerait une reddition plus rapidement qu'un bombardement. Le temple à l'intérieur du fort fut soufflé, ses pierres sacrées éparpillées sur le sol trempé de sang. Pendant 2 semaines, les défenseurs se battirent avec un courage désespéré. Ils réparaient les murs endommagés sous un feu constant. Ils transportaient des munitions et de la nourriture sous les bombardements. Des femmes se joignirent à la défense, portant des fournitures aux remparts, tandis que les hommes tiraient des canons et des mousquets. Mais l'étau britannique se resserrait. Puis, le 31 mars, le salut sembla arriver. Tatya Tope, l'un des leaders les plus capables de la rébellion, approcha avec une armée de 20 000 soldats et 28 canons lourds. La force de siège britannique se retrouva soudainement piégée entre la garnison de la forteresse et l'armée de secours de Top. La situation de Rose semblait désespérée. La plupart de ses 3 000 hommes étaient bloqués dans des positions de siège. Ils ne pouvaient aligner que 1 540 soldats pour faire face à la force massive de Topé. Mais Rose possédait quelque chose qui manquait à Topé. Il avait des sipais punjabis afghans dont la loyauté n'avait jamais faibli. Leur efficacité au combat dépassait même celle des réguliers britanniques. Lors de la bataille de Betwa, le 1er avril, la petite force de Rose attaqua l'armée de Topé avec une telle férocité que la force plus importante se brisa et s'enfuit. Elle laissa derrière elle 1500 morts et toutes ses provisions. Ce fut un chef-d'œuvre tactique, mais cela scella le destin de Jhansi. L'armée de secours de Topé dispersée, Rose a renouvelé le bombardement avec une fureur redoublée.
Les ingénieurs britanniques ont identifié une faiblesse dans le mur sud de Jhansi et y ont concentré leurs tirs. Le 3 avril 1858, le mur a été percé. Des groupes d'élus d'assaut du 86e régiment d'infanterie, des ingénieurs royaux et des unités de soutien se sont engouffrés par la brèche. Ce qui a suivi a été un carnage. Enragés par les souvenirs du massacre de juin, les soldats britanniques n'ont montré aucune pitié. Poussés par la logique brutale de la guerre du 19e siècle, des combats des sangs de rue ont fait rage à travers la ville. Les défenseurs ont fait payer cher chaque bâtiment et chaque ruelle aux Britanniques. La Rani a combattu personnellement, son épée étincelant dans le chaos. Cependant, elle a compris que la bataille était perdue. Dans un acte devenu légendaire, Jalkari Bai a revêtu des vêtements royaux. Cette femme guerrière ressemblait à la reine. Elle a combattu sur les remparts, attirant l'attention des Britanniques. Pendant ce temps, Lakshmi Bai a préparé son évasion. Jalkari Bai a finalement été capturée. On dit qu'elle s'est rendue au général Rose lui-même. Elle a affirmé être la Rani, créant une confusion qui a duré une journée entière. Pendant ce temps, la Rani Lakshmi Bai a traversé le chaos à cheval sur Badal. Son fils adoptif, Damodar Rao, âgé de 10 ans, était attaché sur son dos. Selon la légende, elle a sauté des murs de la forteresse à cheval. Des récits plus fiables suggèrent qu'elle s'est échappée par la porte de Bandari à la faveur de l'obscurité. Elle a parcouru 102 miles vers le nord-est jusqu'à Kalpi. Certaines sources affirment qu'elle a fait cela en une seule nuit. Cependant, des rapports plus crédibles indiquent qu'elle est arrivée à minuit le 5 avril. Elle avait fait une fuite désespérée. Elle a failli échapper à la cavalerie britannique lancée à sa poursuite lorsqu'elle s'est arrêtée pour un repas matinal. Ce qui est incontestable, c'est qu'elle a accompli un exploit extraordinaire d'endurance. Elle a traversé un territoire hostile avec un enfant sur son dos. Elle a échappé aux patrouilles britanniques déterminées à capturer la rebelle la plus recherchée d'Inde. À Kalpi, une forteresse stratégique sur la rivière Yamuna, la Rani Lakshmi Bai a retrouvé les chefs survivants de la rébellion. Le 27 avril, une armée de 10 000 soldats s'était rassemblée sous son commandement. Elle était aux côtés de Tatya Tope, de Rao Sahib, du Raja de Banpur et d'autres commandants. Pour la Rani, ce rassemblement représentait à la fois l'espoir et la frustration. Malgré ses capacités militaires prouvées et son acuité tactique, les chefs rebelles masculins ont choisi Tatya Tope comme commandant en chef. Cette décision allait s'avérer coûteuse. La Rani a plaidé pour la discipline et des préparatifs défensifs prudents. Tope a ignoré ses conseils à plusieurs reprises. Lorsque l'armée implacable de Rose a avancé sur Kalpi, Tope a décidé de les rencontrer dans la ville de Kunch. La Rani a exhorté Tope à protéger ses flancs et à choisir un terrain défendable. Cependant, il a rejeté ses préoccupations. Le résultat était prévisible. Rose a déjoué la force de Tope, infligeant 600 victimes et capturant toutes les armes adverses. La défaite a déclenché de graves luttes internes parmi les commandants rebelles. Diverses factions se sont blâmées mutuellement pour le désastre. Le moral a chuté jusqu'à l'arrivée du Nawab de Banda avec des renforts. Cela a temporairement ravivé l'esprit des rebelles. Le 16 mai, les rebelles ont tenu désespérément pour sauver Kalpi. La bataille a été féroce et sanglante. Les défenseurs se sont battus avec un courage suicidaire. Mais les tactiques et la discipline supérieure de Rose ont prévalu une fois de plus. Les Britanniques ont subi peu de pertes au combat. Cependant, de nombreux soldats ont été victimes d'insolation sous la chaleur torride. Lorsque Kalpi s'est tombé, Rose a cru sa campagne terminée et a demandé un congé de maladie. Il était épuisé. Ses troupes étaient décimées par la maladie et la chaleur. L'Inde centrale semblait pacifiée. Mais la rébellion a réservé une dernière surprise. Les chefs rebelles ont rallié leurs forces restantes. Ils ont convenu d'un plan audacieux. Capturer Gwalior.
la ville la plus stratégiquement importante d'Inde centrale. Ils l'ont prise à son Maharaja pro-britannique. Le 1er juin 1858, le Maharaja de Gwalior a mené ses forces à Morar. C'était un grand cantonnement militaire à l'est de la ville. Il voulait y affronter l'armée rebelle. Il commandait 6000 fantassins, 1500 cavaliers, sa garde personnelle de 600 hommes et 8 canons. Les rebelles, menés par Tatya Tope, la Rani Lakshmibai et Rao Sahib, disposaient de 7000 fantassins, de 4000 cavaliers et de 12 canons. La bataille a été brève et décisive. Le contingent de Gwalior, considéré par beaucoup comme la meilleure armée d'Inde, s'est retourné contre son Maharaja et a accueilli les rebelles. Le Maharaja s'est enfui sous protection britannique. Les rebelles ont occupé le fort de Gwalior, la forteresse la plus solide de la région. Le 3 juin, un durbar a proclamé Rao Sahib vice-roi de Nana Sahib au milieu de festins et de célébrations. La Rani a refusé d'y assister. Pendant que les autres célébraient, elle a compris ce qui allait arriver. Elle a supplié les autres chefs de préparer les défenses. Le 5 juin, elle a finalement convaincu Rao Sahib de se concentrer sur les préparatifs militaires. Il était trop tard. Rose avait annulé son congé de maladie dès qu'il avait appris la chute de Gwalior. Le 6 juin, il a quitté Kalpi avec son armée épuisée mais déterminée. 10 jours plus tard, après avoir étudié le terrain de Gwalior, il a ordonné une attaque par le sud-est le 17 juin 1858. À 7h30 du matin, des unités du 95e régiment d'infanterie ont avancé sur un terrain vallonné entre Kotaki Serai et Gwalior. Les forces indiennes défendant cette position étaient sous le commandement personnel de la Rani Lakshmibai. Elle s'était vêtue d'un uniforme de soldat de cavalerie. Elle était indiscernable des hommes qui l'entouraient. Elle a combattu avec la même détermination féroce. C'est cette détermination qui avait fait que les commandants britanniques la considéraient comme la plus dangereuse de tous les chefs indiens. La bataille a commencé par des échanges d'artillerie, mais les Britanniques ont rapidement pris le dessus. Puis vint la charge de cavalerie qui allait mettre fin à la rébellion. Un escadron du 8e régiment de Hussards royaux irlandais du roi, sous le capitaine Hinnage, a tonné en avant au grand galop. Les hussards figuraient parmi les unités d'élite de l'armée britannique. Ils étaient entraînés pour des charges de choc. Ces charges pouvaient briser même les formations d'infanterie les plus déterminées. Ils ont percuté les lignes indiennes avec un impact dévastateur. Des témoignages oculaires décrivent les hussards massacrant environ 5000 soldats indiens dans ce seul engagement. Ils ont abattu toute personne de plus de 16 ans. C'était la logique brutale de la guerre coloniale du 19e siècle. Ils ont capturé 2 canons. Puis, ils ont chargé à travers le campement de Foulbag, dispersant les défenseurs dans toutes les directions. Dans le chaos, selon le récit d'un témoin oculaire britannique, la Rani Lakshmibai a attaqué un officier hussard. Elle a été désarçonnée et blessée, probablement par son sabre. Les récits de ces derniers instants varient, mais tous s'accordent sur l'essentiel. Elle est tombée de son cheval, gravement blessée, et s'est assise en saignant au bord de la route. Certaines sources affirment qu'elle a reconnu le soldat qui l'avait blessée. Elle a tiré sur lui avec un pistolet. Il l'a alors tué avec sa carabine. Une autre tradition veut qu'elle ait dit à un ermite de crémer son corps immédiatement. Elle voulait ainsi empêcher les Britanniques de le capturer. Il l'a fait sur place, là où elle est tombée. Ce qui est certain, c'est que la Rani Lakshmibai s'est morte au combat. Cette reine guerrière avait déclaré qu'elle ne rendrait jamais Jhansi. Elle avait environ 30 ans. Elle est décédée le 17 ou 18 juin 1858. Les Britanniques n'ont pas immédiatement su qu'ils l'avaient tuée. Le capitaine Rees des Hussards a publiquement déclaré que la reine de Jhansi était vivante. Il était convaincu qu'aucun corps correspondant à sa description n'avait été trouvé.
Mais ses partisans connaissaient de la vérité. Ils ont incinéré ses restes près du champ de bataille, conformément à la tradition hindoue. Sa mort a démoralisé les défenseurs de Gwalior au-delà de tout espoir de rétablissement. La ville et Saaptsi-Ladvis est tombée aux forces britanniques le 19 juin 1858, marquant la fin de la dernière grande bataille de la rébellion indienne. La chute de Gwalior n'a pas mis fin immédiatement au conflit. Tatia Tope et Rao Sahib ont poursuivi une résistance de guérilla pendant des mois, échappant aux forces britanniques à travers l'Inde centrale, avec une habileté remarquable. Les pluies de mousson ont aidé leur fuite. Elles ont transformé les routes en boue. Les rivières ont gonflé en torrents infranchissables. Cela a retardé la poursuite britannique. D'autres chefs rebelles les ont rejoints. Parmi eux se trouvait Firoz Shah, qui avait combattu dans le Rohilkhand. Mais sans la vision stratégique et le leadership inspirant de la Rani, la résistance s'est progressivement effondrée. Tatia Tope a finalement été trahi par un supposé allié en avril 1859. Il a été pendu. Rao Sahib a connu le même sort. Nana Sahib, ami d'enfance de la Rani et chef rebelle clé, a disparu dans la légende. Des rumeurs de sa mort ont circulé pendant des décennies. Des apparitions de lui ont continué jusqu'en 1895. Cependant, aucune n'a jamais été confirmée. Les Britanniques ont systématiquement traqué les chefs rebelles et leurs sympathisants tout au long des années 1858 et 1859. Les représailles ont été sauvages. Des villages entiers, et soupçonnés de soutenir les rebelles, ont été incendiés. Les exécutions de masse sont devenues monnaie courante. Les soldats britanniques, poussés par la rage suite au massacre de civils européens, ont montré peu de pitié. Un officier britannique a plus tard écrit son horreur des ordres de tuer chaque âme. Il a décrit des scènes qui l'ont hanté toute sa vie. La rébellion indienne de 1857 à 1858 a entraîné des pertes catastrophiques. Des estimations conservatrices suggèrent qu'au moins 100 000 Indiens sont morts dans les combats et les représailles ultérieures. Cependant, certains historiens estiment que le nombre réel était bien plus élevé. Il aurait pu dépasser 800 000 si l'on inclut les décès dus aux maladies et à la famine. Les pertes britanniques et alliées se sont élevées à environ 11 000, y compris les civils. La dévastation économique a été immense. L'économie de l'Inde centrale, déjà mise à rude épreuve par les politiques fiscales de la compagnie, s'est complètement effondrée. La famine a sévi dans la région pendant des années. Les conséquences politiques ont été tout aussi profondes. Le 1er novembre 1858, la couronne britannique a assumé le contrôle direct de l'Inde. Elle l'a fait aux dépens de la Compagnie des Indes orientales. Cela a mis fin à des siècles de domination de la compagnie. La reine Victoria a publié une proclamation promettant la tolérance religieuse et le respect des coutumes indiennes. Dans la pratique, ces promesses se sont avérées creuses. La doctrine de la carence a été officiellement abandonnée. Les États princiers restés loyaux ont reçu des garanties de protection britanniques. Quant à Damodar Rao, le fils adoptif de la Rani, son destin a été cruel. Les Britanniques l'ont privé des 600 000 roupies détenues en fiducie pour lui. Ils lui ont accordé une maigre pension de 150 roupies par mois. En 1898, il a tenté d'augmenter cette somme à 250 roupies. Il a fait valoir devant les tribunaux que sa mère adoptive avait été une fidèle sujette britannique, mais incomprise. Les nationalistes indiens ont considéré cet argument comme une trahison de la mémoire de sa mère. Le désespoir l'avait probablement poussé à le faire. Il était mort dans l'obscurité, oublié par l'histoire. Cependant, l'héritage de Rani Lakshmibai ne put être effacé. Même ses ennemis reconnurent son courage et ses capacités extraordinaires. Le général Sir Hugh Rose, l'homme qui avait détruit Jhansi, la tua au combat. Il écrivit qu'elle était remarquable par sa beauté, son intelligence et sa persévérance. Il la qualifia de la plus dangereuse de tous les leaders rebelles.
Un autre officier britannique déclara avec ferveur que la mutinerie indienne n'avait produit qu'un seul homme. Il ajouta que cet homme était une femme. Dans son Histoire de la mutinerie indienne, publiée en 1878, le colonel Malleson écrivit sur Rani Lakshmibai. Il déclara que ses compatriotes se souviendraient toujours qu'elle avait été poussée à la rébellion par les mauvais traitements. Il ajouta qu'elle avait vécu et était morte pour son pays. Le colonel affirma qu'on ne pouvait pas oublier sa contribution pour l'Inde. Ces témoignages d'officiers britanniques étaient particulièrement significatifs. Ils provenaient de ses ennemis, des hommes qui avaient toutes les raisons de minimiser ses réalisations. Cependant, ils constatèrent qu'ils ne le pouvaient pas. Dans les décennies qui suivirent sa mort, Rani Lakshmibai se transforma d'une figure historique en un symbole national. Lorsque le mouvement d'indépendance de l'Inde gagna en élan au début du XXe siècle, son histoire devint un cri de ralliement pour des millions de personnes. En 1930, la poétesse Subhadra Kumari Chauhan composa Jhansi Ki Rani. Ce poème hindi racontait de manière vivante la bravoure et le sacrifice de la Rani. Le poème devint l'un des plus célèbres de la littérature hindi. Des écoliers à travers toute l'Inde le mémorisèrent. Écrivains, peintres et cinéastes créèrent d'innombrables œuvres inspirées par sa légende. En 1953, Sohrab Modi réalisa Jhansi Ki Rani. Ce fut le premier film Technicolor de l'Inde, avec Mehtab dans le rôle-titre. Le film associa explicitement le nationalisme historique à l'indépendance moderne. Il se terminait avec la Rani mourante, murmurant ses derniers mots. Ces mots faisaient écho à l'hymne national de l'Inde. La Rani de Jhansi devint plus qu'une reine ayant combattu les Britanniques. Elle incarna la résistance indienne elle-même. Elle fut un symbole de courage qui transcendait le genre, la caste et la région. Des statues d'elle furent érigées à travers l'Inde. La plupart la dépeignaient s'échappant de Jhansi avec Damodar Rao sur son dos. L'armée indienne nomma une unité féminine le régiment Rani de Jhansi pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela honora sa mémoire en créant une force de femmes soldats. Elles se battirent pour l'indépendance indienne. Son lieu de sépulture à Gwalior devint une destination de pèlerinage pour les nationalistes indiens. Imaginez ce qui aurait été perdu si Rani Lakshmibai avait simplement accepté l'annexion britannique en 1854. Elle aurait pris sa retraite avec sa pension. La rébellion indienne aurait pu se terminer des mois plus tôt. Le contrôle britannique aurait été plus fermement établi. L'impact psychologique de sa résistance se répercuta bien au-delà de l'Inde centrale. Elle prouva que les Indiens pouvaient combattre les soldats professionnels britanniques et gagner des batailles. Ceci même s'ils perdaient finalement la guerre. Elle démontra que les femmes pouvaient diriger des armées et prendre des décisions stratégiques. Ceci se passait dans une société qui les confinait généralement au rôle domestique. Son refus de se rendre inspira des générations de combattants de la liberté qui suivirent. Si elle n'avait pas combattu à Jhansi, le récit de 1857 aurait été différent. L'histoire aurait également changé si elle ne s'était pas échappée. Elle continua la lutte à Kalpi et Gwalior. Le nationalisme indien aurait pu mettre des décennies supplémentaires à s'unir autour de symboles de résistance partagés. L'idée même que l'Inde puisse se gouverner seule aurait pu sembler plus lointaine, plus impossible. Mais elle a combattu. En combattant, elle a changé l'histoire. Elle montra qu'une seule personne déterminée pouvait s'opposer à un empire. Cela était vrai, quel que soit son genre. Même dans la défaite, elle remporta une victoire immortelle. Son héritage perdure aujourd'hui dans l'Inde indépendante. Son nom y représente le courage, le patriotisme et le refus d'accepter l'injustice. Des écoles, des hôpitaux et des institutions publiques portent son nom. Le Maharani Lakshmibai Medical College de Jhansi forme des médecins. Ils servent les pauvres de l'Inde. Cela perpétue son engagement envers le bien-être de son peuple.
Sa statue équestre se dresse sur les places publiques de Jhansi à Gwalior, puis à Ahmedabad. Elle rappelle aux nouvelles générations d'Indiens que la liberté n'est jamais donnée. Elle doit être combattue et parfois on doit mourir pour elle. Lorsque les femmes indiennes se battirent pour leurs droits, elles invoquèrent la tentation la mémoire de la Rani. Elles luttèrent bien pour l'éducation, le vote et l'égalité devant la loi. Elles prouvaient ainsi que les femmes indiennes étaient capables de tout ce que les hommes pouvaient faire. Son histoire devint une arme contre le patriarcat et le colonialisme simultanément. Merci d'avoir suivi cette exploration approfondie de l'une des reines guerrières les plus remarquables de l'histoire. Si l'histoire de Rani Lakshmibai vous a inspiré autant que moi, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Atteignons ensemble les 1000 j'aime dans les 24 prochaines heures. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. De nombreuses autres histoires incroyables de courage et de résistance attendant d'être racontées. Laissez un commentaire ci-dessous. Faites-moi savoir quelle bataille ou roi ou figure historique vous aimeriez explorer ensuite. Devrions-nous explorer le siège de Delhi pendant cette même rébellion? Ou peut-être examiner d'autres reines guerrières de l'histoire qui ont changé le monde? Vos suggestions façonnent notre contenu. Dites-moi donc ce qui vous intéresse. Rappelez-vous, ce ne sont pas seulement des histoires du passé. Ce sont des leçons sur le courage, la détermination et le pouvoir des individus. Ils peuvent changer le cours de l'histoire. Merci encore d'avoir regardé. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.